Alors déjà, bienvenue à tout le monde, toutes et tous, et bienvenue dans ce premier épisode de ce mois écoféministe. Qu'est-ce que le mois écoféministe? C'est un événement créé par le partenariat de trois associations de Sciences Po Toulouse, Cactus, Gaïa et les Sans-Culottes, dont je vais dire quelques mots par la suite. Mais qu'est-ce que le mois écoféministe? En fait, c'est qu'à travers différentes rencontres, que ce soit à travers ici une conférence, des cafés-débats, des podcasts et un séminaire, nous allons essayer de mettre en avant une thématique encore très discrète, mais qui a une importance fondamentale dans les enjeux écologiques, mais aussi féministes de nos jours, qui est l'écoféminisme. La plupart d'entre vous sont peut-être de Sciences Po Toulouse, vous en avez peut-être entendu parler dans certains cours, mais je suis sûre que ces conférences et ces rencontres seront véritablement un plus dans vos propres recherches, et j'espère que vous en apprendrez beaucoup aujourd'hui. Donc pour présenter rapidement les trois associations en partenariat de ce mois écoféministe, les Sans-Culottes, c'est l'association féministe de Sciences Po Toulouse. Sa mission est à la fois de garantir la sûreté des femmes et leur accès aux droits au sein de l'école, comme de promouvoir via différentes actions le droit des femmes. Gaïa. Gaïa est une association écolo qui participe à son échelle à la sensibilisation, l'action et la transition vers une société plus respectueuse de l'ensemble de ses habitants et ses habitantes, tant humains que non humains. Et Cactus Sciences Po Toulouse, c'est une association dont l'objectif au sein de l'IEP et plus largement au sein du monde estudiantin de Toulouse est de faire vivre le débat par l'organisation de cafés-débats, conférences sur de nombreuses thématiques. Pour le déroulé de la conférence, donc là on fait une petite introduction et donc Jeanne Burgard-Goutal va parler de l'économie féministe en question, écologie et féminisme, même combat, pendant une grosse demi-heure. Et ensuite on aura la chance d'avoir une session de questions-réponses et une petite interaction avec Mentimeter. On va vous demander de participer. Et je te laisse la parole, Camille. Ouais, vous m'entendez bien, c'est bon? D'accord, donc je vais vous dire quelques mots sur Jeanne. Donc, normalienne et professeure agrégée de philosophie. Et Jeanne étudie l'écoféminisme depuis plusieurs années. Donc, elle est autrice de plusieurs textes sur le sujet, mais surtout d'un livre dédié à cette thématique, qui est Être écoféministe, théorie et pratique, qui est sorti cette année en 2020. Donc, ensuite, on va introduire du coup la conférence. Je te laisse. Donc, le titre de la conférence est le suivant, Féminisme, écologie, même combat. En fait, il faut savoir que depuis peu en France, on redécouvre l'écoféminisme qui est finalement né aux États-Unis dans les années 1970. Mais il y a il y a une profonde méconnaissance autour de ce mouvement-là. On entend parler de sorcières, d'essor de cercles de femmes, de croisements entre les questions de genre et d'environnement, mais sans vraiment savoir concrètement ce qu'est l'écoféminisme. Donc, c'est ce à quoi Jeanne va essayer de répondre aujourd'hui, notamment à plusieurs questions, notamment pourquoi relier féminisme et écologie? Est-ce que les femmes seraient-elles plus proches de la nature? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une analyse plus profonde à faire en termes de système, de structure, pour dépasser l'essentialisme, notamment s'intéressant au lien entre domination masculine et destruction de l'environnement? C'est à toutes ces questions-là que Jeanne va répondre aujourd'hui. Maintenant, on vous laisse la parole. Jeanne, vous pouvez nous présenter votre Ok. Alors, évidemment, en une demi-heure, je ne vais pas pouvoir apporter des réponses complètes et fouillées à ces questions qui sont... Enfin voilà, là, on aborde un sujet qui est large, puisqu'il s'agit d'un mouvement qui a déjà une quarantaine d'années d'existence. Enfin, même maintenant, ça fait plus de 40 ans. Donc, je vais juste lancer quelques pistes, mais l'idée est d'aller au moins un peu au-delà de ce qui se médiatise du mouvement écoféministe, puisque moi, quand j'ai commencé mes recherches là-dessus, donc c'était en parallèle de l'enseignement, j'avais commencé une thèse de doctorat sur ce sujet, et on n'en parlait pas encore en France. Et maintenant, la situation a un peu changé. On en parle de plus en plus, mais souvent, on n'en parle qu'à travers les mêmes 3-4 clichés sur l'essentialisme, les sorcières, les rituels, etc. Donc là, l'idée est d'aller un petit peu plus loin. Alors, je vais essayer de faire le partage d'écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Okay. C'est en train d'aller. Donc,
rapidement, donc je vais faire, bon, peut-être qu'on aura le temps d'aborder que les 2 premiers points, mais ce sera déjà bien. Donc, je vais d'abord faire un petit point historique. Qu'est-ce que l'écoféminisme? Donc, sur l'histoire du mouvement, puisque l'écoféminisme, ce n'est pas juste un concept abstrait qui viendrait de sortir, qui serait la dernière mode, mais c'est un mouvement social qui a une histoire longue de 40 années. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu l'histoire du mouvement écoféministe depuis sa naissance dans les années 70. Et dans un deuxième temps, j'essaierai d'expliquer les grands fondements théoriques de l'écoféminisme, c'est-à-dire pourquoi faire le lien entre écologie et féminisme, d'où sort cette idée et en quoi ça peut être fondé, sachant que ça ne va pas du tout de soi. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les écoféministes ont fait le lien entre ces deux combats qui pourraient sembler n'avoir aucun rapport. Et si on a le temps, donc on verra un peu les buts de l'écoféminisme, sinon je ne doute pas qu'il y aura cette occasion dans les questions. Donc, premier point, qu'est-ce que l'écoféminisme? Donc là, historiquement, factuellement. Alors déjà, par commodité, j'utiliserai le mot écoféminisme au singulier, mais en fait, comme tout singulier, ça recouvre une pluralité. Donc même quand je dis l'écoféminisme, il faut entendre les écoféminismes peut-être, puisque une des caractéristiques de ce mouvement, c'est sa diversité. Depuis sa naissance dans les années 70, c'est un mouvement qui est énormément varié, multiforme, à la fois sur le plan théorique, il y a plein de courants différents, plein de débats, de désaccords, de divergences, et à la fois sur le plan pratique, ça recouvre des pratiques, des actions, des luttes qui sont aussi très diversifiées. Donc il s'agit plus d'une sorte de nébuleuse, de galaxie, que de courant unifié. Ce n'est pas du tout un courant unifié, ni sur le plan théorique, ni sur le plan pratique. Le contexte de naissance de ce mouvement varié, c'est les années 70. Donc, dans les années 50, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'essor d'un féminisme que Maria Mies, donc, qui est une sociologue allemande écoféministe, appelle le féminisme de beau temps, c'est-à-dire dans les 30 glorieuses, l'espoir que le progrès technologique, l'électroménager, l'accès au travail salarié permettent l'émancipation des femmes. Donc d'où cette pub Moulinex libère la femme. Simplement, ce dont on s'aperçoit dans les années 70, c'est que finalement, c'était un leurre. Et c'est cette désillusion qui va donner naissance à l'écoféminisme. Donc on peut dire que le contexte de naissance, en fait, c'est même une double désillusion face aux promesses non tenues du progrès. Tout d'abord, une désillusion sous un angle environnemental, c'est-à-dire que les années 70, ce sont les premières prises de conscience environnementales. Donc là, j'ai mis quelques documents. Donc, Printemps silencieux, c'est un livre de la biologiste Rachel Carson qui alerte dès 1962 donc, sur la perte l'extinction d'espèces, la perte de biodiversité, notamment concernant les oiseaux, mais c'est plus large. Et les deux autres documents, ils sont tirés du rapport Meadows, Halte à la croissance, dont vous avez sûrement entendu parler dans vos études à Sciences Po, donc qui indique que la croissance économique, le progrès, le développement, finalement, ça a des effets désastreux sur l'environnement qu'on n'avait pas vraiment anticipé. Donc ça, c'est désillusion ou même début d'inquiétude sous l'angle écolo. Mais c'est aussi une désillusion sous l'angle féministe. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, contrairement à la promesse à laquelle on pouvait croire pendant les 30 glorieuses, en réalité, l'essor du capitalisme, le développement d'un capitalisme moderne et d'une société industrielle de consommation ne libère pas les femmes, mais que, comme l'indique la petite image que je vous ai mise, en fait, le capitalisme conserve le patriarcat et même peut-être crée de nouvelles formes de domination masculine ou de nouvelles formes d'aliénation des femmes, du type ce qu'on appelle la double journée, par exemple. Le fait que les femmes ont accédé au marché du travail salarié, en tout cas celles qui n'y avaient pas encore accès, puisque dans les classes populaires, elles travaillaient déjà hors de la maison.
Mais donc pour beaucoup plus de femmes ont accédé au marché du travail salarié, mais en fait, ça ne les a pas émancipées des tâches domestiques qu'elles continuent à devoir faire à la maison. Donc finalement, l'espoir d'une émancipation des femmes et de l'humanité entière par l'essor du progrès technique et de la croissance capitaliste n'est pas tenu. Donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaît l'écoféminisme et les premières mobilisations écoféministes. Donc fin des années 70, début des années 80. Alors là, vous verrez une série d'images d'archives des mobilisations faites par les premiers collectifs écoféministes. Donc c'est essentiellement dans le monde anglo-saxon que le mouvement a vraiment pris son essor. Là, l'image que vous voyez, c'est une image des Women's Pentagon Actions, donc il y en a eu 2 en 79 et 80. Il s'agissait de marches de protestation créative de femmes qui réunissaient des milliers de femmes autour du Pentagone aux États-Unis, pris comme le symbole du système monde, le symbole d'un système fondé sur un rapport guerrier avec la nature, un rapport guerrier avec les autres peuples, un système impérialiste et dominateur. Donc c'est une marche, c'est pas juste une manif, les mobilisations écoféministes, elles vont toujours plus loin que la manif, il y a toujours une dimension artistique. Donc là, des marionnettes, du théâtre, des chants, des cris mis en scène, des danses, etc. De femmes qui disent qu'elles crient et elles pleurent leur désespoir. Souvent, elles disent en tant que mères pour leurs enfants, pour les générations futures, face à la dévastation de la planète, des humains et des non-humains menés par le système dans lequel elles considèrent vivre. Autre exemple de grosse mobilisation écoféministe au début du mouvement, le campement antinucléaire non mixte de Greenham Common en Grande-Bretagne, donc qui a commencé en 1981 et qui a duré 19 ans, enfin en tout cas la dernière campeuse est partie en 2000. Alors, le Greenham Common, c'était une base de la Royal Air Force où il était question de stocker des missiles nucléaires. Donc on est en pleine guerre froide, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, et l'Europe est un des terrains où on stocke des missiles pour dissuader, voilà, c'est l'équilibre de la terreur, comme vous avez sûrement appris ça en cours d'histoire. Et apprenant ça, au début c'est juste 36 militantes britanniques impliquées dans des causes féministes, pacifistes, environnementales, antinucléaires, antiracistes, voilà, avec des engagements divers, qui vont marcher et converger vers la base, et puis qui finalement s'installent là et restent là. Donc là aussi, c'est pas juste une manif, cette mobilisation, c'est vraiment un laboratoire d'un mode de vie alternatif, puisque les femmes se sont donc installées sur place. C'était un campement qui était largement non mixte. Plus exactement, en fait, les hommes qui participaient au mouvement jouaient des sortes de rôles d'arrière-base, de rôles subordonnés. Donc pendant que les femmes étaient au front, affrontaient la police, menaient les actions, prenaient les décisions, les hommes s'occupaient de les ravitailler, leur apporter à manger, prendre leurs vêtements sales, les laver, leur ramener des vêtements propres, s'occuper des enfants, etc. Mais voilà, c'était les femmes qui étaient en ligne de front de l'activisme. Donc elles avaient décoré tout le pourtour de la grille de la base militaire avec des broderies, des tissages, des guirlandes, etc. Et ponctuellement, elles organisaient, grâce à tout leur réseau militant en Grande-Bretagne, des opérations avec beaucoup de militants venus de partout. Donc par exemple, en 82, l'opération Embrace the Base, une chaîne humaine tout autour de la base militaire. 1er janvier 83, donc pour le jour de l'an, Dancing on the Silos. Là aussi, donc elles essayaient toujours de pénétrer dans la base nucléaire. Et là, voilà, elles avaient réussi à entrer dans la base nucléaire et donc elles font une sorte de grande ronde de sorcières sur les silos militaires. 1er avril 83, opération Teddy Bears. Donc là, elle rentre encore sur la base militaire déguisée en nounours pour faire un pique-nique. Donc là aussi, on voit cet usage de l'art, de la confrontation d'un imaginaire enfantin avec l'imaginaire militaire, guerrier, agressif de la base militaire. En lien avec cet activisme, dès le début du mouvement, il y a eu une prolifération d'écrits. Là, donc, je vous ai mis quelques exemples des premiers écrits écoféministes. Ça a souvent pris la forme de l'anthologie,
puisque l'idée était de laisser la voix à une pluralité de personnes, une pluralité de points de vue. Donc, dans ces anthologies, il y a des textes souvent venus des 4 coins du monde et avec des styles très différents. On trouve aussi bien des essais universitaires très académiques et des poèmes, des témoignages, des méditations guidées. Voilà. Dès l'origine, il y a ce souci de rassembler des sensibilités différentes et des positionnements sociaux et géographiques différents. Voilà quelques ouvrages traduits en français. Si vous voulez, je vous enverrai une bibliographie à la fin. Voilà. Donc ça, c'était pour l'écoféminisme à proprement parler, au sens étroit du terme, c'est-à-dire les luttes qui se définissent elles-mêmes comme écoféministes. Mais en fait, si on s'en tient là, on ne comprend pas du tout l'ampleur et le succès du mouvement. Ce qui a fait ce succès et cette ampleur, c'est qu'il y a eu tout autour du monde une multitude de luttes apparentées, donc qui ne se disent pas elles-mêmes écoféministes, mais qui en fait sur leurs enjeux, leur organisation, leurs valeurs, leurs idéaux politiques sont très ressemblantes. Donc là, j'ai mis quelques exemples. En Inde, dans les années 70, il y a l'essor du mouvement Chipko. Donc c'est des habitants, mais essentiellement des femmes de villages du nord de l'Inde qui se mobilisent contre la déforestation aux alentours de leur village en s'interposant carrément, voilà, là aussi il y a le principe de la chaîne humaine. Chipko en hindi, ça veut dire enlacer. Donc en enlaçant les arbres pour s'opposer aux engins qui veulent venir déforester, enfin couper les arbres à des fins d'exploitation commerciale. En Amérique du Sud, il y a énormément aussi de luttes et de luttes collectives menées par des femmes autour d'enjeux environnementaux, essentiellement contre l'extractivisme minier, donc l'implantation de mines aux alentours des communautés villageoises qui à la fois détruisent complètement leur environnement. Et donc en Inde comme en Bolivie, l'environnement naturel, c'est pas genre la jolie forêt où on va se balader parce que c'est joli, c'est la base de la subsistance. Donc il y a vraiment un enjeu de survie. Et ça déstructure aussi complètement les communautés, etc. Autres exemples, au Kenya, le Green Belt Movement fondé par Wangari Maathai, qui là aussi articule enjeux écologistes et enjeux d'émancipation des femmes, puisqu'il s'agit en échange d'une forme de rémunération d'apprendre aux femmes à replanter des arbres, donc pour lutter contre la désertification, tout en leur permettant d'acquérir un peu d'indépendance financière. Et plus récemment, en Indonésie, le mouvement de Kendeng, donc c'est à Java, c'est un mouvement, là aussi, où on voit beaucoup de présence de femmes dans la lutte contre l'implantation d'usines de ciment au cœur de la montagne du centre de Java, qui là aussi déstructure à la fois l'environnement, les sociétés qui y vivent, tous les rapports sociaux et environnementaux. Voilà, ou encore Standing Rock aux États-Unis. Bon, je ne vais pas commenter tout, sinon on n'aura pas le temps. Voilà. Donc, dans les années 70-80 jusqu'au milieu des années 90, on peut avoir l'impression que le mouvement est très prometteur. Seulement, à partir de 95, il ne se produit pas du tout ce que les écoféministes espéraient, mais au contraire un déclin du mouvement. C'est-à-dire que les écrits des années 80, ils reflètent l'espoir que ça devienne vraiment le grand nouveau mouvement d'opposition, enfin le nouveau marxisme en fait, le nouveau grand mouvement d'opposition international au capitalisme. Et finalement, voilà, à partir de 95, c'est la dégringolade. L'écoféminisme se met à être attaqué de toutes parts avec les étiquettes que j'ai indiquées. Donc l'écoféminisme est attaqué comme étant essentialiste, irrationnel, réactionnaire, apolitique, inefficace, blanc. Donc, beaucoup de critiques viennent d'autres mouvements féministes. Beaucoup de critiques viennent aussi de l'académie, des universitaires qui commencent à s'intéresser au mouvement, mais qui en fait vont plus lui nuire que le favoriser. De sorte que pendant 20 ans, ce mouvement qui semblait prometteur est complètement ratatiné sous le coup des différentes attaques. En tout cas en ce qui concerne le mouvement écoféministe à proprement parler. Parce qu'en réalité, les luttes dans les pays du Sud que j'ai indiquées, elles s'en fichent un peu des débats universitaires et donc l'action peut continuer. Mais pour l'écoféminisme à proprement parler, c'est vraiment le déclin.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et depuis 2015, donc moi j'ai commencé à travailler sur le sujet vers 2010 ou 2011. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on n'en parlait pas tellement. Et en fait, depuis la COP 21 qui a eu lieu à Paris en décembre 2015, de plus en plus, c'est comme si voilà, il y a un retour, une résurgence de l'écoféminisme dans les médias, dans les jeunes collectifs. Donc par exemple avec les witch blocs, ou encore là l'image de droite avec le joli slogan Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides. C'est une photo prise pendant les marches pour le climat du printemps 2019. On a vu une prolifération de slogans voilà, qui faisaient des parallèles entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature, donc avec cette consonance écoféministe. 2018-2019, là aussi, il y a eu pas mal d'activités de collectifs ou même de nouveaux collectifs écoféministes comme les Pieds de Biche ou les bombes atomiques à Bure, donc dans la Meuse, sur un site où il y a un projet d'enfouissement de déchets nucléaires toxiques. Ende Gelände, c'est une mine de charbon. Et voilà, en 2020, bon alors tout n'a pas pu avoir lieu comme c'était censé avec le confinement, mais voilà, j'ai mis quelques exemples, mais voilà, vraiment une prolifération de festivals, et bon, j'ai mis mon bouquin parce qu'il est paru en 2020 aussi. Voilà. Donc voilà un peu pour l'histoire du mouvement. Donc vous voyez que c'est pas du tout une histoire linéaire, c'est vraiment une histoire avec des hauts et des bas, et pour l'instant, voilà, on ne peut pas vraiment prédire ce que ça va donner. Mais clairement, il y a un regain d'intérêt aujourd'hui. Donc, les questions, on fera peut-être toutes les questions à la fin. Je crois que c'est le déroulement prévu par les organisateurs. Donc, je passe directement à mon deuxième point. Donc, pourquoi l'écoféminisme? C'est-à-dire, quel sens ça peut avoir de relier écologie et féminisme? Sachant que, comme je l'ai évoqué, c'est pas du tout évident. C'est-à-dire on peut très bien être féministe sans être écolo, mais il y a plein de féministes voilà, qui ne sont pas écolos. On peut très bien être écolo sans être féministe, là aussi. On peut être écolo en étant même macho, ou voilà, il n'y a pas de concordance a priori entre les deux mouvements. Et du coup, ce qui fait la spécificité de l'écoféminisme, si on veut cerner un petit peu plus précisément, c'est justement de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une juxtaposition entre écologie et féminisme, c'est-à-dire on peut même être écolo d'un côté et féministe de l'autre côté, sans être écoféministe, c'est-à-dire sans faire le lien entre ces deux combats. Donc l'idée clé qui va définir un mouvement ou une théorie comme étant écoféministe, et pas juste juxtaposant écologie et féminisme, c'est l'idée d'interconnexion des oppressions ou d'interconnexion des dominations, notamment la domination masculine et la domination des sociétés humaines, ou en tout cas des sociétés industrialisées, sur la nature. Donc c'est vraiment ça, le leitmotiv des écrits écoféministes et des luttes et des slogans écoféministes, c'est de dire la domination sur les femmes et la domination de la nature, mais en réalité toutes les formes de domination, sont foncièrement reliées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, quels sont les liens entre domination des femmes et domination de la nature? A priori, voilà, là aussi, ce n'est pas une idée qui va de soi. Donc, pour essayer de clarifier un petit peu cette idée, les raisons pour lesquelles on peut faire des liens entre écologie et féminisme, et entre domination sur les femmes et domination sur la nature, je vais développer 3 types d'arguments qu'on trouve dans les écrits écoféministes. Donc le premier type d'argument, c'est des arguments factuels, qui consistent à dire que, en fait, si on observe la réalité, on s'aperçoit que les dégradations environnementales ne touchent pas de la même façon ni avec la même gravité les hommes et les femmes. Donc on peut faire une analyse des injustices environnementales en termes de sexe. On peut aussi faire une analyse des injustices environnementales en termes de classe sociale, de niveau économique ou de race. Mais on peut le faire voilà, aussi en termes de sexe. Et l'écoféminisme, d'ailleurs, cherche à articuler ces différents axes.
Donc ce que constatent notamment les sociologues écoféministes, c'est que dans tous les pays, les femmes sont les premières impactées par les dégradations environnementales et donc les premières mobilisées. Donc vous voyez sur le document, il y a quelques chiffres qui indiquent ce constat. Donc les femmes sont en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, les femmes représentent 70% du milliard, de personnes vivant avec moins de 1 dollar par jour. Elles assurent 60 à 80% de la production agricole dans les pays en développement, mais ne gagnent que 10% du revenu total et possèdent moins de 2% des terres. Elles consacrent 3 fois plus de temps à la collecte de l'eau que les hommes et elles sont plus menacées que les hommes en cas de catastrophe naturelle. Donc, ce qui explique cette injustice face aux dégradations environnementales, c'est qu'en fait, ça se superpose tout simplement à des inégalités économiques qui existent déjà dans tous les pays entre hommes et femmes. Il y a dans un rapport de l'UNESCO, il y a une phrase qui dit « La pauvreté a un visage de femme ». Et de fait, il y a une superposition entre féminité et pauvreté. Et donc, c'est pas que à l'autre bout du monde. Par exemple, en France, voilà, du fait des inégalités salariales, et du plafond de verre et des temps partiels imposés, etc., il y a une inégalité entre hommes et femmes et ça se répercute au niveau de la retraite. Par exemple, la retraite moyenne en France pour une femme, c'est 1 100 € par mois et pour un homme, c'est 1 900 € par mois, ce qui reflète l'inégalité accumulée pendant toute la vie professionnelle. Et donc, quand on est pauvre, on a moins le choix de qu'est-ce qu'on mange, où on habite, comment on s'habille, etc. Enfin, tous les choix de consommation, tous les choix de mode de vie sont beaucoup plus contraints. De la même façon, quand il y a des politiques publiques qui vont créer une décharge toxique ou un site d'enfouissement de déchets nucléaires ou un gros site industriel polluant, ça ne va pas être installé dans les quartiers les plus chics. C'est installé dans les quartiers défavorisés ou à proximité des quartiers défavorisés, ou encore en Australie, par exemple, sur les terres des aborigènes ou sur les terres amérindiennes en Amérique. Donc voilà, il y a tout cet ensemble de facteurs qui créent ces injustices environnementales. Et ça, c'est la première manière d'expliquer pourquoi, selon les écoféministes, la crise écologique est un enjeu féministe. Deuxième type d'arguments, qui sont en fait un peu ce dont le premier type d'argument est le symptôme, ce sont des arguments systémiques. Beaucoup d'écoféministes, notamment celles qui font de la théorie politique, ont mis en évidence le fait que les chiffres que je viens d'évoquer, ils sont le symptôme ou le reflet de tout un système qu'elles appellent le capitalisme patriarcal, des fois même en un seul mot, le patriarcapitalisme, pour bien souligner qu'il s'agit d'un seul et même système. Et donc, elle s'attache à montrer que le système monde dans lequel on vit fonctionne non seulement en mode capitaliste, mais que pour bien l'analyser, il faut comprendre que c'est un capitalisme foncièrement patriarcal et néocolonialiste. Donc, pour essayer de clarifier un petit peu cette analyse, voilà un graphique qui me semble assez clair, donc qui essaye de représenter la pyramide ou l'iceberg du capitalisme patriarcal, donc du nom qu'elle donne à notre système socio-économique global. Donc ce que vous voyez en haut, la partie émergée de l'iceberg, ça correspond à l'analyse marxiste très classique du capitalisme. Donc Marx, il définit le capitalisme comme l'exploitation du travail salarié, donc wage labor, par le capital. C'est ça la définition minimale du capitalisme, donc le système de production dans lequel il y a séparation du travail salarié, donc des travailleurs et des capitalistes, donc des actionnaires, et exploitation du travail salarié par le capital. Bon. Simplement, ce que les écoféministes montrent, c'est qu'en fait, cette analyse-là, elle a plein de points aveugles. Il y a plein d'impensés dans cette analyse, et c'est toute la partie immergée de l'iceberg qui se situe au-dessous de la petite ligne. Donc, l'économie invisible qui n'est pas comptabilisée dans le PIB, dans les chiffres de croissance, etc. Donc, toute cette économie invisible qui est en fait ce sur quoi repose l'économie visible,
c'est fait donc du travail domestique, du travail informel, du travail des enfants, donc si vous voyez voilà, au-dessous sur la pyramide, du travail de subsistance, donc qui est pour la consommation personnelle familiale des petits paysans à travers le monde, du travail domestique des femmes, une analyse qu'elles font quand elles relisent la transition au capitalisme au XVIe, XVIIe siècle, c'est de dire, en fait, pour que là aussi, en fait, c'est en dialogue avec Marx, c'est-à-dire chez Marx, Marx analyse et déplore l'arrachement des paysans et des artisans à leur mode de production pour qu'ils soient exploités dans des usines, dans des villes avec exode rural, etc. Et ce que disent les écoféministes, c'est qu'en fait, pour que cette création de la classe ouvrière et donc de l'ouvrier exploité 12 heures par jour dans une mine ou dans une usine soit possible, il faut qu'à la maison, il y ait une femme qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de faire à manger, qui s'occupe de laver le linge de son homme, qui s'occupe de nettoyer sa maison, etc. etc. Donc le travail domestique non payé et non considéré comme du travail est une condition de possibilité cachée, invisible mais indispensable du fonctionnement de l'économie capitaliste. Comme autre condition de possibilité du capitalisme, l'exploitation des colonies, à la fois des ressources naturelles des colonies, ou aujourd'hui des anciennes colonies, puisque dans cette analyse, en fait, notre économie reste foncièrement néocolonialiste, donc ressources naturelles, et aussi main-d'œuvre, donc à travers l'esclavage, puis à travers la colonisation, puis aujourd'hui à travers toutes sortes de formes de néocolonialisme qui prennent le nom de politique de développement. Et enfin, donc, ce qu'elles appellent le travail de la nature, c'est-à-dire, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte dans les théories économiques habituelles, c'est-à-dire toute cette activité de régénération des sols à travers l'activité des micro-organismes, des flux de particules chimiques, etc., sans quoi rien ne pourrait fonctionner de cette économie capitaliste, et pourtant n'est pas prise en compte. Donc voilà leur analyse, et c'est pour ça aussi que pour elles, il y a des liens systémiques entre le capitalisme et le patriarcat, entre l'exploitation capitaliste et l'exploitation des femmes, l'exploitation de la nature, l'exploitation néocolonialiste. Bon, là, je ne vais pas développer, mais si ça vous intéresse, si vous aimez l'histoire et que ça vous intéresse de creuser cette question-là, plusieurs historiennes écoféministes se sont penchées sur l'acte de naissance du système capitaliste en en faisant une relecture en tant que système capitaliste patriarcal et en s'intéressant au rôle des bûchers de sorcières dans cette transition-là. Là encore, je pourrais vous donner les références plus tard, mais voici quelques ouvrages. Et enfin, le troisième type d'arguments, ce sont des arguments symboliques qu'on va plutôt trouver chez les écoféministes qui sont philosophes ou psychologues ou théologiennes, qui consistent à dire qu'il y a dans l'inconscient collectif, en particulier dans l'Occident moderne, une identification symbolique entre les femmes et la nature, qui fait qu'il y a une espèce de sac de nœuds conceptuel, imaginaire, affectif, qui relie femme et nature dans une sorte de destin commun. Donc ça marche dans les deux sens. D'un côté, il y a identification des femmes avec la nature, donc naturalisation des femmes et de la féminité. Donc j'ai mis deux exemples de citations. Baudelaire, la femme est naturelle, c'est-à-dire abominable. Et Jules Renard, appelons la femme un bel animal sans fourrure dont la peau est très recherchée. En plus, j'adore que ce soit Jules Renard qui ait écrit ça. Voilà, donc là c'est quelques exemples, mais en fait on peut en trouver des vingtaines et des centaines de citations qui comme ça vont naturaliser les femmes et les associer à la nature par opposition à la culture, au corps par opposition à l'esprit, à l'émotion ou à la sensibilité par opposition à l'intellect ou à la rationalité. Et ça, cette naturalisation, c'est un des mécanismes qui a été analysé par plein de féministes comme un des mécanismes de l'infériorisation des femmes. Et l'identification marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que non seulement il y a une naturalisation des femmes, mais inversement une féminisation de la nature, avec toute cette représentation de la terre-mère,
la Pachamama, Dame Nature ou Gaïa. Souvent, la Terre est représentée sous un symbolisme féminin et il y a plein d'analogies qu'on trouve vraiment à travers beaucoup de films, de livres, de poèmes, de représentations collectives entre la fécondité et la fertilité, la femme et la nature, etc. Et donc tout ça crée une espèce de sac de nœuds que les écoféministes ne valident pas mais analysent et qui explique pourquoi, selon elles, c'est conjointement, c'est un seul et même modèle, un seul et même paradigme ou type de conscience qui à la fois infériorise les femmes et la nature puisqu'elles sont rassemblées dans un paquet opposé au paquet homme, culture, transcendance, etc. Voilà, donc il est déjà 40, donc je vais m'arrêter là. Tant pis pour le troisième point, peut-être ça viendra dans les questions. Et j'arrête le partage d'écran pour pouvoir vous revoir. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, vous pouvez y répondre. C'est une question de Hélène. D'accord. La question sur les mouvements non mixtes ? Oui, oui. D'accord. Donc, effectivement, au cours de l'histoire de l'écoféminisme, mais en fait, au cours de l'histoire de tous les mouvements de femmes et tous les mouvements féministes, il y a eu parfois l'utilisation de la forme non mixte, qui a souvent été comprise comme une volonté d'exclure les hommes ou de créer une sorte de matriarcat qui serait le reflet inversé du patriarcat. Généralement, en tout cas dans l'écoféminisme, c'est pas ça le but. L'idée est plutôt que il s'agit de créer des sortes d'espaces temporaires de non-mixité qui soient comme des sortes de cocons ou d'incubateurs dans lesquels les femmes peuvent, voire sont forcées de jouer des rôles et d'acquérir des compétences qu'elles n'ont pas d'habitude. Donc, si je prends l'exemple du campement de Greenham Common, donc le campement autour de la base de la Royal Air Force, là, la non-mixité, elle avait pour intérêt de court-circuiter les habitudes de rapport de genre et de permettre ou de forcer les femmes à faire des trucs dangereux, à affronter la police, à mobiliser leur courage, à faire des trucs aussi qui demandent de la force physique, voilà, monter des chapiteaux, etc. Et donc l'idée, ou à prendre la parole sans avoir peur d'être moins légitime que les hommes, etc. Donc en fait, ça crée une sorte de couveuse où les femmes peuvent acquérir des compétences et jouer des rôles inhabituels, ce qui est censé être, ce qui est d'ailleurs temporaire et doit permettre, une fois qu'on retourne dans la société normale, de se rapporter aux hommes et aux autres sur un mode nouveau. Voilà, donc c'est une sorte d'éducation à la déconstruction. Ensuite, donc, vous y avez une autre question qui était donc, de Ileana, qui vous demande comment arriver à dépasser une certaine forme d'essentialisme qu'on voit chez certaines écoféministes pour mettre en place un militantisme écoféministe inclusif. Alors, c'est vrai que ce truc de l'essentialisme, c'est incroyable parce que ça revient tout le temps. Alors que déjà, moi il me semble que le premier moyen de dépasser en tout cas l'idée que l'écoféministe serait essentialiste, c'est de lire les textes. Si on lit les textes, on voit que oui, il y a quelques textes essentialistes, c'est vrai, mais que c'est absolument pas la majorité du corpus. Que en fait, voilà, si on fait l'effort intellectuel d'aller lire les textes réellement, c'est pas représentatif de la totalité du corpus. Après, parfois l'essentialisme a été utilisé comme une stratégie, même si c'est pas forcément une bonne stratégie, mais c'est-à-dire que c'est rarement un essentialisme complètement naïf ou inconscient de lui-même. Et voilà, la plupart des textes écoféministes sont clairement constructivistes.
et disent que non seulement le genre est une construction sociale, mais même que le sexe est une construction sociale, enfin le genre d'idée qu'on trouve chez Judith Butler par exemple, chez Ariel Saleh, donc une écoféministe australienne, il y a des pages entières qui expliquent ça, que en réalité homme-femme c'est un continuum et pas du tout une polarité. Donc voilà, là encore, il y a c'est pas représentatif de la totalité du mouvement. Alors, il y a beaucoup de questions, j'arrive pas à... Alors, la prochaine, c'est l'écoféminisme peut-il se traduire en politique? Alors, en politique, c'est-à-dire? La question a été faite comme ça. Après, il y a une autre question qui était, pensez-vous que EELV dispose d'une branche écoféministe? Donc, je pense que par politique, c'est est-ce que concrètement, quelqu'un peut se revendiquer écoféministe dans son programme en tant que politique? C'est ça l'idée, ouais. D'accord. Alors, bon, déjà, juste je trouve ça significatif que en politique soit utilisé pour dire dans les partis politiques, alors qu'un des enjeux du féminisme, donc il y a un slogan féministe des années 70 qui est le personnel est politique, avec justement la volonté de remettre chacun en position de citoyen étant partie prenante de la police, donc de la cité, et de sortir un peu la politique de la sphère politicienne. Mais bon, puisque la question elle porte sur les partis, en fait, oui, alors j'ai été contactée au printemps, enfin et même l'été dernier, mais ça s'était pas fait, par EELV. Il y a alors à la fois dans EELV, à la fois dans Génération Écologie, il y a une réflexion qui est menée sur l'écoféminisme, il y a une commission écoféministe, il y a toute une réflexion pour savoir s'il est possible de faire un manifeste écoféministe, de écoféminiser le programme, d'écoféminiser le fonctionnement interne aussi, ce qui est pas facile parce qu'il y a plein de... Enfin, ça signifie par exemple, si on fait des réunions le soir, généralement, les femmes qui ont des enfants, elles ne peuvent pas y assister. Parce que c'est à elles de s'en occuper. Alors que pour les hommes qui ont des enfants, ça pose moins de problèmes. S'il y a des universités d'été et qu'il n'y a pas de garde d'enfants, souvent les militantes ou les cadres femmes du parti, c'est plus compliqué pour elles d'y aller. Donc il y a toute cette réflexion à la fois dans le fonctionnement interne, dans les pratiques et dans le programme, est-ce que c'est possible d'écoféminiser le parti? Donc cette réflexion, elle existe, elle est active. Après, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire des conférences à la demande des commissions écoféministes de EELV ou de Génération Écologie, etc., il n'y a que des femmes. En fait, les militants, alors que c'est diffusé pour tous les militants, mais ça n'a pas l'air d'intéresser les militants hommes. Donc, clairement, en interne, il y a une volonté politique de le faire et en même temps, c'est difficile. Ensuite, il y a une prochaine question, c'était comment expliquez-vous votre choix d'étudier le lien entre écologie et la femme? Cela pourrait donner l'impression que l'écologie est une préoccupation exclusivement féminine et que les hommes ne sont pas concernés, voire qu'ils sont la cause des problèmes environnementaux. Oui, alors, c'est pas du tout mon point de vue, hein, évidemment. Donc, en fait, moi, ce qui m'a intéressée, voilà, donc moi, je suis prof de philo. Au début, je suis pas une militante, hein, je me définis pas comme écoféministe, je fais pas partie de collectif, voilà. Moi, au début, ce qui m'intéressait, c'est que ça permettait de regrouper énormément de questionnements que j'avais sur le plan philosophique, à la fois autour de la différence des sexes, des inégalités entre hommes et femmes, de la déconstruction du dualisme nature-culture, qui était un de mes grands objets de pensée philosophique, des questions de la critique de la modernité. Bon, jusque-là, j'avais travaillé sur beaucoup d'auteurs critiques de la modernité, par exemple Nietzsche. Et en fait, j'ai découvert que ce mouvement me permettait d'articuler ces différents... J'aime pas faire des choix. Ma manière de faire un choix, c'est toujours de trouver ce qui va me permettre d'exclure le moins de choses possible. Et voilà, donc là, je me suis dit, ah, ça y est, je peux commencer une thèse parce que j'ai trouvé un truc qui va me permettre de m'intéresser à plein de choses qui m'intéressent. Donc voilà, en tout cas, pour mon choix d'étudier ce lien, voilà d'où il vient.
Après, dans l'écoféminisme, l'idée n'est pas de dire que les hommes sont la cause des problèmes environnementaux. Ce n'est pas des individus qui sont visés, c'est un système. Donc, effectivement, une des thèses, c'est de dire que le patriarcat, donc la structure fonctionnant sur la domination masculine, sur une certaine forme d'exploitation, est une des causes des problèmes environnementaux. Ça, c'est une des thèses. Mais ce qui est visé, c'est la structure patriarcale, avec l'idée qu'en fait, elle nuit aussi bien, pas de la même manière, mais qu'elle nuit autant aux hommes qu'aux femmes. Donc il n'y a pas du tout l'idée de désigner des coupables qui soient des personnes. C'est toujours, enfin en tout cas chez les écoféministes de tradition marxiste par exemple, c'est toujours une analyse structurelle. Pourquoi parle-t-on de déclin du mouvement dans les années 1985 alors même que les mobilisations en physique continuent? Oui, alors en fait, donc c'est à partir des années 95, hein, mais bon, peu importe, c'est un détail. En fait, c'est parce que je distingue, mais ça c'est, enfin, moi je fais cette distinction, mais je sais qu'il y a d'autres chercheuses qui ont une autre stratégie que moi, on va dire. Moi, ça me gêne de donner l'étiquette écoféministe à des mobilisations qui ne se disent pas écoféministes. Et donc, par exemple, en fait, les mobilisations environnementales menées par des femmes en Amérique du Sud, en Inde, dans différents pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, etc., elles n'utilisent pas du tout l'étiquette écoféministe. Donc, le déclin, c'est pour l'écoféminisme au sens étroit du terme, c'est-à-dire vraiment l'écoféminisme revendiqué comme tel. Parce que moi, il me semble important, en fait, de ne pas coller des étiquettes aux autres et de dire ah oui, bah, vous êtes écoféministe sans le savoir, mais plutôt d'écouter comment les gens eux-mêmes pensent leur propre action et leur propre positionnement politique. Donc voilà pourquoi je parle de déclin de l'écoféminisme. Mais effectivement, si on élargit le champ et qu'on intègre les autres luttes, et donc dire que le mouvement est trop blanc, bah là encore en fait, ça tient à cette distinction entre le mouvement écoféministe vraiment revendiqué comme tel, et souvent en fait, cette étiquette écoféministe, elle a été revendiquée et appropriée par des militantes plutôt blanches, plutôt d'une classe aisée, plutôt avec un bagage universitaire ou militant, une vie urbaine, etc. Donc voilà, là aussi c'est l'écoféminisme revendiqué comme tel. En revanche, effectivement, si on élargit au mouvement qui implique des femmes et qui sont menés par des femmes, là, cette accusation de blanchitude ne marche pas. Mais généralement, c'est des femmes qui vont ni se dire écolo, ni se dire féministes, et encore moins se dire écoféministes, et qui même si on leur dit mais en fait, votre mouvement, il est féministe, elles vont dire non, non, moi je ne suis pas féministe, en fait, je suis une mère et je me préoccupe de mes enfants. Donc ça m'inquiète qu'il y ait un champ de maïs OGM juste à côté de chez moi. Mais donc voilà, il y a des questions de conscience de soi, de sujets politiques qui me paraissent importantes à prendre en compte. Donc, très bien. Alors la prochaine question, c'était existe-t-il des associations spécifiquement écoféministes? Il semblerait que ce soit des sous-groupes d'associations féministes ou écologistes. Oui, il y a des associations écoféministes. Alors, à Toulouse, je pense qu'il doit y en avoir parce que Toulouse, c'est une ville qui est assez politisée dans ce sens-là, d'après ce que j'ai pu voir quand j'y suis passée. Après, voilà, par exemple, il y a le collectif des bombes atomiques, mais qui est à Paris. Il y a les witch blocs, ils ne se disent pas forcément écoféministes. Il y a un collectif qui s'appelle Écoféministes Strasbourg. Donc, il y a des collectifs spécifiquement écoféministes, oui. Alors, la prochaine question, c'est Suzanne Pieux qui nous dit « J'ai écouté récemment Baptiste Marizeau, maître de conférence en philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Il pense que la nature a été inventée comme fantasme de ce qui s'oppose à la culture, la civilisation, alors que nous sommes des vivants au même titre que le reste. Est-ce que les écoféministes ou certaines écoféministes revendiquent dans leur lutte l'idée d'abandonner le concept de nature ?»
Oui, bien sûr. Donc en fait, ce que dit Baptiste Morisot, ça s'appuie sur un courant de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie de la nature, qui est représenté par Philippe Descola, par exemple, donc dans Part de la nature et culture. Et effectivement, aujourd'hui, en philosophie et en anthropologie, le dualisme nature-culture, qui avait été vraiment fondateur pendant longtemps, qui avait permis même de faire la distinction entre les sciences naturelles et les sciences sociales, il est de plus en plus déconstruit. Et les écoféministes, en particulier celles qui sont philosophes, donc par exemple Val Plumwood, qui est une philosophe écoféministe australienne, ou Donna Haraway, qu'on ne relie pas toujours à l'écoféminisme, mais qui a des affinités aussi avec l'écoféminisme. Il y a tout un travail chez ces philosophes écoféministes de déconstruction de l'idée de nature. Après, en fait, ce qui fait que les théories écoféministes sont parfois complexes à résumer, c'est qu'on trouve, comme je l'ai dit, un éventail de positions très différents et aussi un éventail de niveaux de discours très différents. Et donc, quand il s'agit d'un bouquin d'une philosophe écoféministe, généralement, il y a tout un passage sur la déconstruction du dualisme nature-culture, une analyse de la construction de l'idée de nature dans la pensée occidentale, etc. Après, quand il s'agit d'un tract, d'un manifeste, d'une pancarte avec un slogan dans une manif, bah là, du coup, le terme de nature, il va être utilisé parce qu'en fait, ce n'est pas le même type de discours. Et c'est ça qui parfois crée des confusions. C'est que des fois, on attend, moi au début même je faisais ça, j'attendais de la rigueur philosophique de tout. Mais en fait, il y a certains textes ou certains types de discours qui visent l'efficacité politique immédiate, et puis d'autres qui visent la sophistication philosophique. Donc dans ceux qui visent la sophistication philosophique, il y a des passages hyper intéressants sur cette déconstruction de l'idée de nature, notamment chez Val Plumwood, mais voilà, là aussi je pourrais donner des références en bibliographie si vous voulez. D'accord, merci. Alors la prochaine question, c'est les premiers mouvements écoféministes avaient-ils des organisations qui limitaient les rapports de pouvoir et de domination? Oui. Alors sur cette question de comment limiter les rapports de pouvoir et de domination, une des autrices activistes qui a développé beaucoup non seulement de réflexion, mais d'outils pratiques, c'est Starhawk, donc, qui est une sorcière écoféministe néo-païenne californienne, qui a écrit des bouquins, mais qui anime aussi énormément de groupes, qui fait beaucoup d'actions de blocage de grands sommets mondiaux ou d'aide, par exemple, aux victimes de l'ouragan Katrina ou des formations de permaculture, etc. Donc elle, vraiment, son truc, c'est l'animation de groupes. Et elle a développé plein d'outils pour déconstruire et parasiter les rapports de domination qui, en fait, se recréent insidieusement, même dans un groupe où tous les gens ont l'impression qu'ils sont super bienveillants et en théorie égalitaire, etc. Donc elle, par exemple, un de ses outils, elle explique ça dans Révéler l'obscur notamment, pour parler d'un texte traduit en français, c'est de faire systématiquement tourner les rôles. Donc c'est pas la même personne qui va toujours prendre la décision et c'est pas la même personne qui va toujours soutenir les autres quand ça va pas, etc. Donc il y a des rôles et les rôles tournent systématiquement. Il y a des règles aussi de distribution de la parole. Donc en encadrant la prise de parole, la prise de décision, en faisant systématiquement tourner les rôles, en fait ça empêche que ce soit toujours les mêmes qui décident ou qui parlent ou qui s'imposent. Ça oblige chacun à sortir de sa zone de confort et de son positionnement habituel, qui est évidemment lié à des privilèges ou à des positionnements dans des rapports de genre ou de race ou de classe sociale. Voilà, donc en tout cas, ouais, sur cette question, Starhawk, elle a développé pas mal de choses. Ok, donc on va juste prendre les deux dernières questions et après la conférence se terminera. Donc l'avant-dernière question, c'est pouvez-vous développer brièvement le lien entre sorcière et écoféminisme? Oui, donc effectivement,
Pardon, faut que j'arrête de lire le reste en même temps, ça me déconcentre. Donc, effectivement, la sorcière, c'est une figure dont on entend énormément parler, en particulier depuis la sortie du livre de Mona Chollet, Sorcière. Et dans l'écoféminisme, en fait, ça symbolise beaucoup de choses à la fois. Bon, l'aspect le plus connu, ou le plus médiatisé, le plus instagrammable, c'est le côté rituel, qui n'est pas à ridiculiser complètement, mais bon, ça ne s'arrête pas là. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus intéressé dans les textes écoféministes sur les sorcières, c'est la dimension historique. Ce qu'elles ont cherché souvent à comprendre, c'est pourquoi, c'est le rôle, la fonction et la nature réelle de la chasse aux sorcières. Et elles ont essayé déjà, ce qu'elles m'ont appris en tout cas, c'est que c'était pas un truc qui avait lieu au Moyen-Âge et qui aurait été l'œuvre de l'église obscurantiste, croyant que les femmes étaient possédées par le diable, mais qu'en réalité c'est plus tardif. Ça va en gros du 16e jusqu'au... Il y a encore des bûchers de sorcières au 18e siècle, donc en plein siècle des Lumières. Donc leur questionnement, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un rôle de cette chasse aux sorcières dans la transition du monde féodal au monde moderne? Et donc leur thèse, c'est que oui, il y a un rôle, et que les sorcières... Alors c'est difficile en fait de savoir qui étaient exactement les sorcières et ce qu'elles faisaient réellement et ce qu'on leur reprochait réellement. Parce que les sources historiques qu'on a, évidemment, ce n'est pas les témoignages de femmes brûlées comme sorcières, c'est dans les archives, on a les minutes des procès de sorcières. Donc le point de vue des inquisiteurs, et elles avouent absolument n'importe quoi sous la torture, parce que c'est des tortures vraiment horribles. Donc, en fait, c'est une archive, c'est la seule archive historique qu'on a, mais en même temps, c'est un truc un peu délirant. Donc, il faut essayer de déduire à partir de là qui elles étaient. Et donc, les hypothèses principales, c'est de dire qu'il s'agissait probablement de femmes qui étaient indépendantes économiquement, qui avaient des savoir-faire et un rôle de médecin ou de guérisseuse dans leur société, qui notamment donc étaient les médecins du peuple et aussi les sages-femmes, qui connaissaient les plantes ou les procédés contraceptifs ou abortifs qui permettaient aux femmes de contrôler leur pouvoir reproductif. Et donc la chasse aux sorcières, ça aurait été précisément un des actes clés dans le transfert de pouvoir des femmes guérisseuses vers les médecins. C'est au moment de l'émergence de la science moderne. Il y a aussi un transfert, une restructuration économique, puisque les bûchers de sorcières, en fait, ils ont lieu au même moment que des lois qui vont interdire aux femmes énormément de métiers qu'elles avaient le droit de faire jusque-là, qui vont réduire leurs droits de posséder une propriété, leur droit d'avoir un héritage, de transmettre un héritage, leur droit aussi d'avortement ou de contrôle reproductif. Donc il y a à la fois une lecture en termes d'émergence de la science moderne, une lecture liée à l'émergence la transition d'une économie féodale à une économie capitaliste. Voilà, donc le bouquin qui pour moi là-dessus est vraiment hyper éclairant, c'est Caliban et la sorcière de Silvia Federici, qui détaille bien tous les aspects. Donc il y a un point de vue très assumé, hein, c'est une historienne féministe marxiste, mais bon, c'est joué carte sur table, et c'est vraiment très très documenté sur plein d'archives historiques, voilà, pour développer un peu ces pistes. Super, merci. Alors la dernière question que j'aurais du coup, c'est comment concrètement on peut être écoféministe dans ses actes au quotidien, et même comment aussi on peut être un allié écoféministe en tant qu'homme. Oui, alors tout dépend. Bon, c'est un mouvement qui veut une révolution en fait, foncièrement. C'est pas un mouvement féministe. D'ailleurs, c'était le positionnement
de Françoise Daubonne, donc celle à qui on attribue l'origine du mot écoféminisme dans les années 70. Elle était en marge du MLF, donc le mouvement de libération des femmes, parce que justement, elle défendait un positionnement radical, révolutionnaire. Elle était même pour l'usage de la contre-violence révolutionnaire. Elle a posé une bombe à la centrale de Fessenheim, etc. Donc, à la base, c'est un mouvement qui veut une révolution, un bouleversement total des structures sociales, économiques, etc. Donc ça, c'est un peu l'horizon vers lequel s'oriente le mouvement. Du coup, comment être écoféministe dans son quotidien, ça dépend de quelle transformation on est prêt à faire. Par exemple, dans mon livre, là, Être écoféministe, il y a plusieurs chapitres que j'ai consacrés à mon récit d'une semaine que j'ai passée chez une femme dans les Cévennes qui vit en semi-autonomie, dans un terrain en forêt sur lequel elle a construit des yourtes, des tipis, elle n'a pas l'eau courante, elle n'a pas l'électricité. Donc là, c'est vraiment le choix, mais bon, c'est une hippie depuis les années 60, quoi. Donc c'est vraiment le choix de la marginalisation totale, de la radicalité. Et on n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais on peut aller jusque-là. Et elle, là, en l'occurrence, c'est le choix d'un mode de vie solitaire aussi, parce que les expériences collectives qu'elle a pu faire, pour diverses raisons, c'est finalement pas ce dans quoi elle est restée. Donc, il y a plein de manières différentes. Et il me semble qu'une des erreurs à ne pas faire, enfin, souvent, par exemple, on discrédite un petit peu facilement toutes les formes d'action en disant oui, mais un truc trop radical, ça ne peut pas marcher. Oui, mais bon, elle vit dans sa bulle, alors c'est pas non plus ça qu'on veut. Oui, mais si tu fais juste dans ton quotidien du zéro déchet, c'est pas ça qui va changer le monde, etc. Donc toutes ces critiques, elles sont vraies, mais c'est pas des raisons pour ne pas le faire. Et c'est ça un peu une des générosités de l'écoféminisme, en fait, c'est de dire on n'a pas à penser en mode de ou bien, mais en mode de et. On peut à la fois dans les pratiques individuelles, à la fois dans les engagements collectifs, à la fois dans là où on en est socialement, mais à la fois en visant un changement de là où on en est socialement, voir comment tout combiner. Alors, je vais vous inviter pour ces dernières 5 minutes à prendre vos téléphones et d'aller sur Mentimeter. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors, vous tapez juste sur Internet www.menti.com et vous rentrez ce code 5428728. Et on a juste 2 petites questions pour vous, pour finir. Pour vous, l'audience, c'est un peu pour interagir. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez cliquer le petit cœur qu'on voit qui est là. Floriane, est-ce que tu peux répéter le code, s'il te plaît? Alors, il est inscrit sur l'écran normalement, c'est 5, 4, 2, 8, 7, 2, 8. Merci. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui rejoint. Alors, la première question, avez-vous déjà entendu parler de l'écoféminisme? C'est vrai que c'est une question qui s'est posée. Alors, je vois qu'il y en a beaucoup qui avaient déjà entendu parler. Ouais. Donc, on espère que ça vous aura appris encore plus de choses. Super, il y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu. Donc, une grande majorité avait déjà entendu parler de l'écoféminisme. Et c'est vrai que, comme l'a expliqué Jeanne, c'est une thématique récurrente à la fois de l'écologie et du féminisme qui a toute sa place aujourd'hui dans nos sociétés. Et la deuxième question, c'est votre avis sur ce webinaire, un dernier commentaire, une question, un retour. N'hésitez pas à le marquer ici, on va essayer de vraiment tout prendre et essayer de faire une petite synthèse pour top un peu court, mais c'est vrai que sur Internet, en ligne, c'est un peu difficile de faire des choses très très longues. De toute façon, on remercie surtout Jeanne pour sa présentation super. Enfin, je pense que nous aussi, dans les 3 associations présentes, on a appris beaucoup de choses. Et on vous remercie encore une fois de nous avoir accordé votre temps, votre patience et
et pour cette présentation très intéressante. Merci à vous. Hein. Je suis ravie d'avoir pu... Quand on fait des recherches, c'est toujours ce qu'on a envie en fait de pouvoir partager ces recherches. Donc je suis contente de voir que ça peut être utile à d'autres que moi. Donc merci à vous. Et je finirai juste par un petit mot de fin, je pense des 3 associations. Donc merci à vous tous et toutes, audience et vous à Jeanne. Et on vous invite pour l'épisode 2 de ce mois écoféministe qui aura lieu vendredi prochain, même heure, qui sera un café-débat autour de sauver la planète, la nouvelle charge mentale des femmes. Donc je pense que ici vous avez pu déjà acquérir quelques notions, quelques références que peut-être vous pouvez creuser pour le café-débat de la semaine prochaine. Donc on publiera l'événement en ligne et pareil, il y aura un lien d'inscription. Les places seront assez limitées parce que pour un café-débat, c'est surtout en ligne, donc on est obligé de le faire en ligne. Donc tenez-vous prêts et vous pouvez aller nous suivre de toute façon sur les réseaux sociaux, les 5 culottes, Gaïa et Cactus Sciences Po Toulouse, et on vous partagera toutes les informations concernant ce café débat et tous les autres événements qui vont suivre pour ce mois écoféministe. Donc, je vais arrêter de partager mon écran, revenir, et voilà. Et merci encore beaucoup à tous et à tous. On va devoir clôturer la conférence. Peut-être vous avez un dernier mot, Jeanne, à nous dire. Juste que je trouve ça intéressant et prometteur de voir le changement de public c'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, les seules personnes qui avaient envie de m'écouter parler, c'était vraiment des militants qui militaient depuis toujours et tout ça. Et le fait que maintenant ce soit des étudiants de Sciences Po qui s'interrogent là-dessus, je trouve que c'est une évolution qui est assez réjouissante. Donc voilà, merci d'avoir été attentif et de vous intéresser à ces questions.